Shannon pensait que le DJ de la réception avait l'habitude de jouer des chansons qu'elle détestait. L'ancienne colocataire de Robert à l'université allait se marier. N'ayant pas le choix, elle se demande où est son mari et l'aperçoit au bar. Au bar, en pleine conversation avec l'inconnu, consternée, elle se dit, cet événement est pire que d'assister à la cérémonie de quelqu'un d'autre. Cet événement est pire que d'assister à la réunion d'anciens élèves d'un autre lycée. Elle leva les yeux pour voir une jeune femme de son âge, un verre à la main. Tracy, sa meilleure amie du lycée, était arrivée. Elles s'étreignirent avec enthousiasme avant que Tracy ne présente son petit ami, Darren. Shannon remarque la grande taille de Darren, ses cheveux noirs de jais. Sa tenue, composée d'un jean noir moulant, d'un blouson en cuir et d'un t-shirt, se distinguait des autres personnes habillées de manière plus formelle. Shannon enviait Track d'avoir choisi un mauvais garçon comme Tracy et Shannon. Darren regarda autour de lui avec une pointe de dédain, Tracy le remarqua. Bruyante et éméchée après plusieurs passages au bar, Shannon offrait une distraction bienvenue lorsque leur conversation s'interrompait. Darren demande à Tracy pourquoi elle a appelé Shannon PK. Tracy rit bruyamment et explique que c'est parce que Shannon est une enfant de pasteur, une étiquette qu'elle porte depuis que son père est pasteur méthodiste dans la banlieue de Philadelphie. Bien qu'on attende d'elle qu'elle soit un modèle, Shannon s'est rebellée. À l'école, aux grandes dames de ses parents, Shannon était intelligente mais avait du mal avec les notes et la discipline. À 14 ans, elle sortait en cachette pour rencontrer des garçons peu recommandables, faisait des expériences avec des pilules et de l'alcool, et a eu une peur de la grossesse. Ses parents désapprouvent le choix de son petit ami et tentent de la placer dans une famille plus apte à l'accueillir. En première année, le petit ami de Shannon est venu la chercher pour un rendez-vous, mais il avait un autre petit ami. Après une crise de jalousie, Shannon est restée à la maison et a appris plus tard que son petit ami et la jeune fille étaient tous les deux morts. Les parents de Shannon, qui n'aimaient pas le petit ami, ont insisté pour qu'elle assiste aux funérailles. Elle a assisté aux funérailles et cet événement a amené Shannon à repenser sa vie. Elle a décidé de se concentrer davantage sur ses études et moins sur la fête. Ses parents ont vu dans ce changement une intervention divine. Le nouvel engagement de Shannon lui a valu une place au Community College de Philadelphie, où elle a commencé à étudier la gestion d'entreprise. Son père, impressionné par sa transformation, l'a encouragé à rejoindre les activités pour célibataires de son église. Robert est grand et bien bâti, avec des cheveux bruns ondulés. Bien que beau, il était trop conventionnel pour Shannon, qui préférait les mauvais garçons. Elle a changé d'avis lorsqu'elle a découvert qu'il était agent du FBI. Robert, à son tour, a été intrigué par le physique de Shannon et les valeurs qu'elle partageait. Ils sont rapidement devenus un couple, et les parents de Shannon étaient ravis que Shannon et Robert soient désormais fiancés. Nous vivons un rêve, dit Shannon à Tracy, avec un sarcasme évident. Tracy a compris le ton et a demandé, où est votre mari? Où est votre mari? La réponse de Shannon dégoulinait de mépris, tu veux dire Bob l'éponge? Shannon, comment l'as-tu appelé, Bob l'éponge? J'utilise ce surnom parce qu'il est tellement ennuyeux et qu'il aspire tout le plaisir de ma vie. Tracy rit de son commentaire, allez Shannon, je pensais que tu avais épousé quelqu'un comme le Lone Ranger croisé avec Elliot. N'est-ce, plaisante Tracy, Shannon s'offusque clairement, c'est plutôt comme si j'avais épousé un comptable ennuyeux, rétorque-t-elle, en fait, ce n'est même pas juste pour les comptables. Je ne sais même pas ce qu'il fait dans la vie. Il ne parle jamais de son travail quand il rentre à la maison. Il n'y a plus d'excitation ni de plaisir dans ma vie, a commencé Shannon. Il était sur son téléphone portable et s'est excusé avant de pouvoir parler. Robert l'a présenté à Tracy et à son cavalier, leur a serré la main, puis a dit à Shannon qu'il devait partir plus tôt parce qu'il était de garde et qu'il avait du travail. Shannon, déjà mécontente de la réception, était encore plus consternée à l'idée de passer la soirée seule. À l'idée de passer la soirée seule à la maison, Tracy a rapidement proposé à Shannon de sortir avec Darren et elle. Robert, incertain à propos de Tracy et mal à l'aise à propos de Darren, hésite mais finit par accepter, en demandant à Shannon de ne pas attendre. Après que Robert soit parti parler aux mariés, Shannon a remercié Tracy et a suggéré qu'ils prennent un autre verre. Darren suggère qu'il quitte cette réception ennuyeuse pour un endroit plus excitant. Shannon est surprise de voir Darren et Tracy se diriger vers une moto. Elle a demandé avec enthousiasme s'ils pouvaient tous tenir sur une moto. Tracy a confirmé et Darren a écarté la nécessité de porter des casques. Darren est monté sur la moto et a regardé Shannon ajuster sa jupe et monter derrière lui.
Ses gestes semblaient l'exciter et elle ressentait un frisson à l'idée d'impressionner ce mauvais garçon. Ce mauvais garçon, une fois Tracy installé derrière Shannon, Darren démarra en trombe, faisant tourner le moteur. Shannon couina, à la fois ravie et effrayée, et s'accrocha à Darren lorsqu'il se retourna. Son sourire lui donnait envie de retrouver l'excitation qui manquait à son mari lorsqu'ils arrivaient à destination, Shannon. La musique entraînante et les lumières clignotantes lui rappelèrent rapidement ses jours de folie. Tracy se dirigea directement vers le bar, avide de shots, mais Darren la tira à l'écart. Il lui a proposé quelque chose qui, selon lui, était meilleur que l'alcool. Elle a accepté, et Darren a sorti 2 pilules de couleur pastel après en avoir avalé une. « Tu vas adorer Molly », dit-il avec un sourire complice, et ils rejoignirent Tracy. Au bar, Darren les incita à danser, et tous trois se glissèrent dans la foule et dansèrent ensemble. Shannon se pencha pour demander à Darren si Tracy aimait Molly. Darren secoua la tête, l'alcool était le truc de Tracy, et bien sûr, Tracy revint bientôt. Alors que Shannon dansait, un sentiment de chaleur et d'euphorie l'envahit, la musique, les lumières et la proximité de Darren et Tracy. La musique, les lumières et la proximité de Darren et Tracy créaient une sensation unique. Tracy trouva une chaise et s'évanouit, laissant Darren se concentrer sur Shannon. Elle se sentait euphorique et souhaitait que la nuit dure. Une éternité plus tard, Darren a soulevé Tracy et l'a portée jusqu'à sa moto, l'a appuyée sur la selle et a fait signe à Shannon de monter. Ils ont roulé avec Shannon, sentant le vent et les vibrations, jusqu'à ce qu'ils atteignent un immeuble d'habitation. Darren a porté Tracy à l'intérieur et l'a allongée sur le canapé, tandis que Shannon suivait, se balançant toujours au rythme de la musique dans sa tête. Le regard intense de Darren a enflammé son propre désir, et sans un mot, il l'a conduite dans la chambre à coucher où ils ont commencé à s'embrasser. Passionnément et rapidement, ils tombèrent sur le lit défait, alors que Shannon commençait à se sentir épuisée, Darren accéléra son rythme, la poussant avec plus d'intensité. Pris par l'urgence, elle s'ouvre complètement et ressent une pression écrasante. Son corps atteignit le point culminant et elle hurla d'extase, éprouvant un orgasme comme elle n'en avait jamais connu. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle eut l'impression que toute la séance s'était transformée en une puissante vague qui l'engloutit alors qu'elle levait enfin les yeux. Elle vit Darren s'habiller, et groggy mais émerveillée, elle se redressa sur ses coudes et demanda combien de temps s'était écoulé. Ensemble, Darren sourit et consulte sa montre, révélant qu'il s'est écoulé environ 2 heures. La durée et le sourire de Darren confirment l'influence de Molly. Épuisée, elle fait remarquer qu'elle ne sera plus jamais la même. Se rendant compte de l'heure, Shannon a demandé quelle heure il était et a sursauté lorsque Darren lui a répondu qu'il était presque 2 heures du matin. Elle s'habille rapidement tandis que Darren attend qu'il quitte l'appartement. Shannon voit Tracy toujours inconsciente sur le canapé et le lit. Le trajet jusqu'à la maison, qui ne dure qu'un quart d'heure, semble interminable. Shannon s'est efforcée de trouver une excuse pour son retour tardif, et lorsqu'ils sont arrivés, elle s'est précipitée hors du vélo. Elle remercia Darren à la hâte et le regarda partir en lui faisant un signe de la main tandis que Shannon s'approchait de la maison. Elle déverrouilla discrètement la porte, espérant que Robert serait endormi afin qu'elle puisse se glisser dans le lit sans se faire remarquer et trouver une excuse le lendemain matin. Le matin, à son grand soulagement, Robert n'était pas dans la chambre. Reconnaissante, elle s'est rapidement déshabillée et a caché ses vêtements dans la salle de bain. Elle sauta la douche pour ne pas prendre trop de temps et enfila sa chemise de nuit. Son soulagement se transforma en inquiétude lorsqu'elle entendit la clé de Robert dans la porte. Une pensée inquiétante lui traverse l'esprit, et s'il voulait lui faire l'amour? Elle avait pris ses précautions, mais elle craignait qu'il ne découvre encore quelque chose, alors elle décida d'éviter tout problème supplémentaire. Le confrontant avec colère à son entrée dans la chambre, elle alluma la lampe de chevet et exigea de savoir où il était. Surpris, Robert prétend qu'il était en voyage d'affaires, mais Shannon l'accuse de voir quelqu'un d'autre. Malgré ses protestations d'amour et d'innocence, Shannon l'accuse de voir quelqu'un d'autre et lui demande des détails. Frustré par les événements de la nuit, Robert est poussé à bout par les accusations de Shannon. Robert explique avec lassitude, « Je devais enquêter sur une scène de crime. » Je devais enquêter sur une scène de crime, Shannon l'a pressé davantage, des crimes se produisent tous les jours, pourquoi était-ce si urgent? Il s'agissait d'un double homicide. 2 suspects que nous traquions ont été exécutés. Il les a forcés à s'agenouiller et leur a fait ça sur la tête, poursuit-il, l'amertume dans le ton. Robert décrit la scène avec force détail, secouant la tête lorsque le médecin légiste retire les sacs. Il ne restait plus grand-chose de leur visage,
il a fini de s'habiller, a grimpé dans le lit et s'est retourné. Shannon, pâle et secouée, éteignit la lumière et tira les couvertures sur elle. Elle s'est couchée sur la peau tendre et s'est dit que c'était une nuit de folie, mais en s'endormant, elle a regretté la dernière nuit que Robert lui avait décrite. Elle regretta de l'avoir poussé si fort, comme l'avait décrit Robert. Shannon dormit jusqu'à midi, trouvant Robert frais mais chaud. Robert était frais, mais à mesure que l'après-midi avançait, malgré son humeur améliorée, Shannon se sentait de plus en plus déprimée. L'excitation du samedi soir avait réveillé de vieux désirs et rendu sa routine encore plus banale. Le lendemain matin, son travail d'assistante administrative au sein du district scolaire de Philadelphie lui semble toujours aussi monotone. Son diplôme lui avait permis d'obtenir le poste, mais traiter avec son patron lubrique était une corvée et la routine était épuisante. Le lundi a apporté une surprise inattendue lorsque le directeur a présenté son visiteur. Lorsque le directeur a présenté son visiteur, Shannon a failli sursauter, c'était Darren. En costume et sans sa boucle d'oreille caractéristique, il l'a accueilli avec un léger sourire mais n'a donné aucun autre signe de reconnaissance. Lorsque les deux hommes entrent dans le bureau du directeur, la curiosité de Shannon prend le dessus. À sa grande surprise, Darren offrait des produits d'entretien et des fournitures de bureau. Contrastant fortement avec son image de mauvais garçon du samedi soir, les négociations semblaient étranges, car Darren essayait d'établir une nouvelle relation d'affaires malgré le fait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Malgré le désintérêt initial de la directrice, Darren lui propose avec assurance une commission de 10%. Le directeur a demandé comment la commission serait payée et Darren a suggéré une commission de 10%. Le directeur a demandé comment la commission serait payée, et Darren a suggéré un chèque de banque pour éviter la paperasserie. Le directeur a passé la commande, et Darren a promis le chèque de commission pour le lendemain matin. Il a ajouté qu'en raison de problèmes antérieurs liés à l'annulation de commande, l'entreprise exigeait désormais un paiement par chèque de banque. Chèque pour la commande, Shannon entend le fauteuil du directeur se redresser, c'est inhabituel, grommelle-t-il, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Darren a répliqué en douceur que l'offre était tout aussi inhabituelle et a suggéré au directeur d'envisager de réduire la commande. Après une pause, le directeur accepte, mais demande à Darren de revenir avant midi. Darren est revenu avant midi pour un supposé déjeuner, et Shannon savait que le directeur était impatient de déposer le chèque. Éteignant rapidement l'interphone lorsque les hommes quittent le bureau, elle fait semblant de travailler pendant que Darren s'en va sans dire un mot. En confirmant qu'elle rentrait chez elle, Shannon a repensé au pot de vin qu'elle avait entendu et s'est interrogée sur les véritables motivations de Darren. Dégoûtée par la volonté du directeur d'accepter le pot de vin, elle a brièvement envisagé de le dénoncer. Ses pensées se sont attardées sur Darren et elle a rêvé de lui cette nuit-là. Le lendemain matin, Darren arrive au bâtiment et trouve le directeur qui l'introduit avec empressement dans son bureau, aboyant à Shannon d'éviter les interruptions. Dès que la porte s'est refermée, Shannon a allumé l'interphone et la voix douce et assurée de Darren a informé le directeur qu'il avait l'argent. La voix de Darren, douce et assurée, informe le directeur qu'il a la commission et présente un chèque de banque. Avant de voir la commande et le paiement, le directeur, inquiet mais satisfait, a accepté le chèque et a remis la somme à Darren. Darren l'assure que leur arrangement sera profitable et lui rappelle qu'il s'appliquera à l'ensemble de l'entreprise. Lui rappelant qu'il s'appliquerait aux commandes futures, le directeur mentionne le déjeuner et part, laissant Shannon prendre sa propre pause déjeuner. Shannon se précipita dans sa voiture et se rendit aux appartements miteux de samedi soir. Elle a attendu de voir Darren arriver et a couru pour le rattraper. La surprise initiale de Darren a fait place à un regard méfiant lorsqu'il l'a fait entrer. Lorsqu'il l'a laissé entrer, Shannon a confronté Darren et lui a révélé qu'elle avait entendu le plan de corruption et qu'elle le soupçonnait d'être un escroc. Darren confirme ses soupçons en admettant que le chèque qu'il a remis au directeur est un faux, alors que le chèque du comté est vrai et a déjà été encaissé. En raison de l'authenticité du chèque du comté et du fait qu'il avait déjà été encaissé, Shannon a demandé quelles seraient les conséquences si le directeur essayait d'encaisser son chèque et découvrait qu'il s'agissait d'un faux. Si le directeur essayait d'encaisser son chèque et découvrait qu'il s'agissait d'une fraude, son sourire en coin devenait encore plus arrogant. La réponse de Shannon est qu'il est piégé quoi qu'il arrive, s'il essaie de me dénoncer, il devra admettre qu'il a accepté un pot de vin, ce qu'il ne fera probablement pas. Lorsqu'il devra expliquer la disparition des produits de nettoyage, je serai parti depuis longtemps. Combien voulez-vous pour garder le silence? Je ne veux pas de votre argent, répond-elle calmement. Non, qu'est-ce que tu veux? Au lieu de cela,
elle le fixe du regard. Sa réponse l'a visiblement surpris et il s'est arrêté un instant pour réfléchir. « Es-tu vraiment sûr de toi? Veux-tu quitter ton mari aimant, ton confortable sous-marin? Votre mari aimant, votre maison de banlieue confortable et votre emploi stable de 9 à 5, demanda-t-il avec une incrédulité moqueuse. Une détermination farouche s'empare de son visage. J'ai l'impression d'avoir cherché quelqu'un comme toi toute ma vie, dit-elle passionnément, puis elle se jette sur lui. Il l'embrassa profondément, ses mains descendirent, Shannon commença à halter, mais Darren lui tira les cheveux, la forçant à s'arrêter. Darren lui tira les cheveux, la forçant à le regarder dans les yeux, « Je quitte la ville maintenant. Si tu n'es pas prête, je partirai sans toi, nous prendrons ta moto, elle a demandé une voiture. Comme je l'ai dit, tu dois laisser tes jouets derrière toi. Sois parti à 13h30 ou je te quitte aussi. » Shannon l'a embrassée et s'est empressée de partir. Elle s'est rendue à la banque, a retiré de l'argent et s'est précipitée chez elle, mettant une valise dans une trousse de maquillage avec le nécessaire, puis a laissé un mot d'excuse et son alliance sur la porte. Elle a laissé un mot disant qu'elle était désolée et son alliance sur le comptoir de la cuisine et s'est assise sous le porche. C'était la chose la plus folle qu'elle ait jamais faite, mais lorsqu'une berline banalisée est arrivée, elle a couru jusqu'à elle et a laissé la porte de l'appartement déverrouillée. Une fois déverrouillée, elle a jeté ses sacs à l'arrière et s'est installée sur le siège passager tandis que Darren s'éloignait, laissant Shannon derrière lui. Shannon pensa à Robert et ressentit un sentiment de culpabilité, elle savait que cela le blesserait et elle s'inquiétait aussi pour ses parents. Elle était déçue, mais elle a décidé que c'était ma vie et que je prendrais le contrôle des prochains mois. Les mois ont passé dans le flou pour Shannon, Darren l'a conduite au sud jusqu'à Wilmington, où ils se sont installés dans un motel bon marché. Ils se sont installés dans un motel bon marché et ont vécu une vie de boîte de nuit enfumée, d'ivresse provoquée par les pilules et d'action spontanée. Le couple s'est laissé emporter par ses impulsions, embrassant une existence insouciante sans responsabilité ni obligation de rendre des comptes. Après avoir fait la fête toute la nuit et échappé à son passé, elle a dormi longtemps, même si elle a parfois pensé à ses parents et à Robert. Elle se dit que c'était l'époque et que c'est aujourd'hui. Nous manquons d'argent, dit-il, tu dois trouver un travail. Shannon, encore groggy, a demandé quel genre de travail tu allais faire, secrétaire juridique. Darren a répondu, mais je ne connais rien au travail juridique, tu apprendras, a-t-il dit, mais d'abord nous devons aller faire du shopping cet après-midi. Ils se sont rendus chez Nordstrom au Christiana Mall, et pendant que Shannon parcourait le rayon femmes, elle a vu Darren quelques allées plus loin. Elle a choisi une jupe crayon noir Alexander Wang, l'a essayée et est partie. Elle a ensuite trouvé un chemisier blanc, l'a essayé et l'a rendu. Au rayon chaussures, elle a acheté en liquide une paire d'escarpins noirs à talons hauts d'une valeur de $300. Ensuite, elle s'est détendue dans l'aire de restauration où Darren l'a bientôt rejointe avec un sac de champ-sport. Shannon s'est inquiétée, et lorsque Darren a hoché la tête, elle a demandé si nous ne devrions pas y aller, non? Il répondit dédaigneusement, nous allons bien, comment peux-tu en être sûr? Les magasins ne cherchent pas un homme pour voler des vêtements de femme, quelqu'un aurait pu te voir regarder, mais ce n'est pas le cas. Alors pourquoi ai-je dû acheter ces chaussures hors de prix, a-t-elle demandé. Toujours mal à l'aise, Darren lui a expliqué 3 raisons. Premièrement, les chaussures sont difficiles à voler. Deuxièmement, les chaussures de luxe sont souvent équipées de puces d'identification qu'il faut désactiver. Et troisièmement, si quelqu'un avait des soupçons, il les oublierait dès que vous auriez fait un achat. Malgré ses assurances, Darren n'achèterait rien, surtout pas quelque chose d'aussi cher. Darren alluma la chaîne météo et dit, on dirait que demain sera propice à la chasse aux colombes. Voilà le plan. Shannon n'était pas ravie de faire partie de l'escroquerie de Darren, mais elle n'avait pas le choix. Elle s'habille avec les vêtements que Darren a volés à l'étalage, dans l'espoir de se faire passer pour la secrétaire qu'elle est censée être. Elle aperçoit Darren de l'autre côté de la rue, à une demi-lieue devant elle dans le parc, et il lui fait un signe subtil. L'homme, âgé d'une 60aine d'années, aux cheveux gris clairsemés et vêtu d'un vieux costume, était sa cible. Prenant une profonde inspiration, Shannon s'est approchée de lui. « Monsieur, excusez-moi. Je crois que vous avez laissé tomber ceci, » dit-elle en tendant une enveloppe surdimensionnée et non marquée, et l'homme regarde Shannon. Au vu de l'enveloppe qu'elle tenait et de son apparence, Darren savait ce qu'il faisait, pensa Shannon d'un air approbateur. « Ce n'est pas à moi, » dit-il en souriant, « tu es sûr ?» demanda Shannon en remarquant. C'était sous le banc sur lequel il était assis, il secoua à nouveau la tête, « Non, ce n'est pas le mien. »
Mais merci, dit Shannon en s'asseyant à côté de lui, remarquant ses yeux sur la fente de sa jupe. Enveloppe, elle semble lourde, elle la lui tend et il la soupèse avant de la rendre, il y a peut-être une adresse à l'intérieur. Shannon suggéra de croiser son regard, c'est une bonne idée, dit-il, appréciant visiblement sa compagnie tandis que Shannon l'ouvrait. L'enveloppe, s'exclama-t-elle, oh mon Dieu, elle est remplie d'argent, elle la lui rendit. Combien y a-t-il là-dedans, lui a-t-elle demandé, il a compté les piles de billets de $100 et a dit qu'il y en avait 20 paquets de 25 billets chacun. 20 paquets de 25 billets chacun, ça fait $50 000. Les yeux de Shannon s'écarquillent. Il n'y a pas de nom ni d'indication de propriété, cela fait $25 000 chacun, dit-il. Nous devrions le signaler aux autorités au cas où quelqu'un l'aurait perdu, mais si personne ne le réclame, nous pouvons peut-être le garder. Shannon a une idée, son patron, un avocat qui travaille dans l'immeuble d'en face, pourrait peut-être l'aider. Elle l'a appelé, après une brève conversation, a dit à l'homme que son patron était en route et lui a indiqué la direction de Darren. Darren arrive, vêtu d'un costume bleu foncé et muni d'une mallette. Darren a examiné l'enveloppe et l'a identifiée comme étant des pilules. Il a demandé à Darren de lui remettre l'argent, expliquant qu'il y avait eu un problème avec un paiement, il a dit qu'il devrait avertir la police, mais qu'une fois que le paiement aurait été effectué, l'argent serait remis à la police. Une fois la paperasse remplie, l'argent leur appartiendrait. Excité, Shannon a serré l'homme plus âgé dans ses bras, qui lui a rendu l'appareil. Darren mentionne alors une complication, les trafiquants de drogue utilisent parfois des enveloppes non marquées pour blanchir de l'argent. Les trafiquants de drogue utilisent parfois des enveloppes non marquées pour blanchir de l'argent, en prétendant qu'il s'agit d'une amende et en s'emparant plus tard de l'argent propre. Il a suggéré qu'ils montrent leur bonne foi en mettant chacun un peu de leur propre argent dans le mélange, ce qui aiderait à convaincre la police. Devant l'hésitation de l'homme âgé, Shannon a rapidement accepté l'idée de faire preuve de bonne foi. Pour convaincre l'homme plus âgé de sa bonne foi, elle lui propose de retirer plus de $25 000 de ses économies et lui demande d'en faire autant. Il accepte et décide de retirer $25 000 de son compte de retraite. Darren lui demande de retirer l'argent, de le mettre dans des enveloppes avec des reçus et de le renvoyer. Très excité, Shannon et son nouveau compagnon se rendent à leur banque, à leur retour, Darren y ajoute les enveloppes. Il les a scellées et a fait remarquer que cela prouverait que l'argent n'avait pas été manipulé. Il a ensuite prétendu que la police avait été retardée par un accident et leur a suggéré de mettre l'argent dans un endroit plus sûr jusqu'à l'arrivée des inspecteurs. À l'arrivée des inspecteurs, il a demandé à l'homme plus âgé de mettre l'argent dans le coffre de sa voiture et leur a assuré qu'il informerait la police de l'endroit où il se trouvait. Les trois hommes ont traversé la rue et sont entrés dans le garage, l'homme le plus âgé les guidant jusqu'à sa voiture. Alors qu'il s'approchait de la voiture, Shannon a laissé tomber son téléphone et a fait mine de le ramasser, surprenant l'homme plus âgé en train de la fixer. Pendant que ce dernier la fixait, elle lui a tendu le téléphone, tandis que Darren remplaçait l'enveloppe contenant l'argent par une autre enveloppe similaire. Darren a ensuite placé la nouvelle enveloppe dans le coffre de la voiture, l'a refermée et a demandé à l'homme plus âgé de refermer la voiture. Il a consulté sa montre, s'est excusé de devoir partir et leur a dit d'attendre près de la voiture. Pour la police, pendant que Darren se dépêchait de partir, Shannon a engagé la conversation avec le vieil homme sur ce qu'il allait faire. Avec l'argent, elle s'est excusée pour aller aux toilettes, l'a embrassé sur la joue et s'est dirigée vers le hall d'entrée. Au lieu de s'arrêter, Shannon est sortie de l'immeuble et a marché dans la rue jusqu'à une allée où Darren l'attendait après qu'elle soit montée dans sa voiture. Darren l'a félicité pour la réussite de son cache, amusée par la réaction du vieil homme lorsqu'elle s'est penchée. Elle a demandé à Darren combien de temps il lui faudrait pour trouver le coffre et l'enveloppe contenant le journal. Darren a répondu, « Ce sera longtemps après notre départ », avec un rire amusé, et elle s'est adossée à son siège tandis qu'il se dirigeait vers l'hôtel. Lorsqu'ils sont arrivés au motel, Darren a jeté un coup d'œil à Shannon, « Pourquoi n'entres-tu pas à l'intérieur et ne m'attends-tu pas ?» Shannon a eu l'air confuse et a demandé quelle banque, la banque de Moscou ? Je n'en ai jamais entendu parler, pourquoi dois-tu aller là-bas ? Le ton de Darren a viré allègre en disant qu'il valait mieux ne pas savoir, remarquant son mécontentement il a rapidement ajouté, « Nous irons ». Il a remarqué son mécontentement et a rapidement ajouté, « Nous allons sortir et nous amuser quand je reviendrai ». En attendant Darren, Shannon réfléchit à ses récentes actions alors que l'effet de l'arnaque se dissipe. En attendant Darren, Shannon réfléchit à ses récentes actions, alors que l'effet de l'arnaque s'estompe, elle se surprend à penser à l'homme âgé qu'ils viennent de dépouiller.
Un sentiment d'impuissance surgit lorsqu'elle se souvient de ses vêtements usés, mais elle essaie de le repousser. Il ne s'apercevra même pas qu'il n'est plus là, se rassura-t-elle. Elle avait cherché l'excitation d'être avec un fauteur de troubles, mais elle ne s'y attendait pas. Mon père serait horrifié s'il savait que je participe à ses projets, pensa-t-elle, et Robert aussi. Pourquoi devrais-je me soucier de ce qu'il pense, marmonna-t-elle avec frustration pour se remonter le moral. Elle sortit un joint du sac de Darren et l'alluma. Le temps que Darren revienne, elle était défoncée et ricanait. Le temps que Darren revienne, elle était défoncée et ricanait. Darren, qui avait faim de nourriture, a trouvé son état amusant. « Viens, chérie », lui a-t-il dit. Une semaine plus tard, Darren a annoncé à Shannon qu'il était temps pour eux de passer à autre chose. « Je pars dès que je reviens », a-t-il dit quand elle lui a demandé sa destination, il n'a mentionné qu'une réunion d'affaires après. Darren est revenu, ils ont rapidement mis leurs bagages dans leur voiture banale, Darren a payé leur note au motel. Shannon demande s'il retourne à Philadelphie. Darren l'a informé qu'il se rendait plutôt à Newark pour une importante opportunité d'affaires. Opportunité. Darren explique que le système éducatif en difficulté de Newark, géré par l'État depuis 1995 pour cause de corruption et de sous-financement, est en passe d'être rétabli. Corruption et de sous-financement attiraient désormais des dons importants pour des solutions rapides. Darren a révélé leur plan pour tirer parti de cette situation en offrant un conteneur d'iPad à des prix réduits. Darren a révélé son projet de tirer parti de cette situation en proposant un conteneur d'iPad à des prix réduits, une opération qu'il a pu mener à bien grâce à un financement de la Banque de Moscou. Moscou, une façade de la mafia russe qui finance des escroqueries, permettant à la mafia de gagner de l'argent sans prendre de risque direct. Si l'escroquerie échoue ou si les emprunteurs sont arrêtés, la responsabilité du remboursement incombe à l'emprunteur. Si l'escroquerie échoue ou si les emprunteurs sont arrêtés, la responsabilité du remboursement incombe à la famille de l'emprunteur. Shannon n'est pas convaincu, s'interrogeant sur les conséquences de l'échec de l'escroquerie ou de l'arrestation de l'emprunteur. Darren l'a averti des graves répercussions de la Banque de Moscou, qui recouvre toujours ses prêts. Elle s'enquiert de la provenance du conteneur d'iPad et Darren lui explique qu'il a été détourné. Darren explique qu'il a été détourné. Le plan prévoyait que la Banque de Moscou prête les iPads et l'argent de Sid et prenne la moitié de l'argent. Malgré les inquiétudes de Shannon concernant le risque, Darren a insisté sur le profit potentiel de 2 millions de dollars que représentait la vente des iPads à moitié prix. En vendant les iPads à moitié prix, il partagerait 4 millions de dollars avec la banque. Darren l'a assuré que son contact, Gordon Serment, directeur de la fondation Newark's Future Today, était en mesure de l'aider. Newark's Future Today Foundation était politiquement ambitieux et peu regardant sur les contributions aux campagnes électorales. Shannon a révélé que c'est elle qui exécuterait l'escroquerie, Darren la guidant le lendemain tout au long du processus. Après s'être installés dans un motel budget près de l'aéroport de Newark, Darren et Shannon sont allés faire du shopping à Manhattan. Darren est revenu avec une nouvelle garde-robe pour Shannon, comprenant de la lingerie de l'agent provocateur, un costume Armani de Saks Fifth Avenue et des bottines Burberry. Shannon n'a payé que les bottes en liquide ce soir-là. Darren a passé en revue le rôle de Shannon et la manière de répondre aux éventuelles questions de Gordon Serment, qu'il avait déjà organisé. Lors de la réunion, Shannon a été présentée comme étant Mademoiselle April Johnson, vice-présidente des ventes pour les ressources mondiales. Après l'avoir rassurée sur le fait qu'en se concentrant sur les récompenses, elle convaincrait Serment de la légitimité de l'offre, Shannon passe une nuit agitée, angoissée. Le lendemain matin, elle est trop nerveuse pour manger, mais se sent mieux. Une fois vêtue de son costume et de ses bottes, Darren lui a rappelé d'utiliser son charme à son avantage dans le bureau de C, où Shannon a présenté son offre. Malgré ses doutes sur l'histoire, elle a remarqué que le CEST semblait plus concentré sur elle. Elle a testé cela en croisant et décroisant les jambes sous le regard de Serment. En observant la réaction de Serment, Shannon a pris confiance en elle et s'est détournée de l'affaire. Elle s'est concentrée non plus sur l'accord, mais sur le travail de la fondation dans le rôle de C, en insistant sur les avantages politiques de l'acquisition des tablettes. Elle a suggéré qu'une telle démarche pourrait grandement améliorer son image publique et lui ouvrir les portes d'une campagne d'arts martiaux. En se penchant vers lui, sa veste s'est ouverte pour laisser entrevoir son soutien-gorge, ce qui a semblé l'intriguer davantage. Shannon poursuivit en douceur, offrant un capital de départ pour une campagne, proposant 1% de la valeur de vente au détail comme commission. Les yeux de C s'écarquillent devant ce chiffre.
Shannon reconnaît qu'il a besoin de temps, mais fait allusion à d'autres acheteurs potentiels. Soulignant l'importance d'une exécution rapide, C accepte une réunion de suivi le lendemain. Shannon s'est présentée à son bureau avec un déhanchement confiant, impatiente de partager son succès avec Darren. Darren était ravi de voir le potentiel d'un paiement de 2 millions de dollars et la liberté qu'il apporterait. Avec sa passion intense, Darren l'a rapproché de lui et l'a embrassé profondément. Presque immédiatement, son excitation s'est transformée en désir pur et ils se sont rapidement déshabillés. Elle s'est effondrée sur le lit en désordre dans une frénésie de désir tandis qu'il la pénétrait, la narguant. « Est-ce que ton ancienne vie te manque maintenant? Est-ce que tu voudrais être de retour avec Bob l'éponge ?» En le serrant fort, elle a crié de plaisir. « Oublie-le et tous les autres, c'est ce que je veux, donne-le-moi maintenant. » Shannon revient pour son rendez-vous de suivi, elle porte une autre tenue volée, bien qu'elle soit encore appropriée pour les affaires. Elle portait une jupe plus courte et un chemisier au décolleté plongeant, et elle est entrée avec assurance dans le bureau de C. Le bureau de C et sa première réaction ne firent que renforcer sa confiance, « Mademoiselle Johnson. J'ai examiné attentivement la proposition de votre entreprise et je la trouve très intrigante, dit-il, elle se dit qu'il est accroché. » Alors qu'elle tentait de dissimuler sa satisfaction, Kman poursuivit. « Au cours de mes recherches, je suis tombé sur un cas intéressant dont j'aimerais discuter avec vous. Le système scolaire de Philadelphie avait passé une grosse commande de produits de nettoyage auprès d'un nouveau fournisseur, mais les produits ne sont jamais arrivés. Une enquête a été ouverte et il s'est avéré que le directeur des achats avait admis avoir accepté une fiancée du mauvais fournisseur. La peur du fournisseur a remplacé l'excitation de Shannon, qui s'est dit « Oh non, il est au courant pour nous, la police doit être dehors. » Prête à m'arrêter, son cœur s'est emballé et la sueur a commencé à couler sur ses flancs. Il lui a fallu toute sa volonté pour ne pas s'enfuir, mais ce qui m'a vraiment intéressé, poursuit Kman, c'est que le pot de vin que le directeur des achats avait reçu était une somme d'1 million d'euros. Ironiquement, le chèque de banque était tout aussi frauduleux que le contrat de fourniture. Shannon se sentait étourdie et se demandait si elle allait s'évanouir. Le directeur de l'entreprise a dit qu'il acceptait la proposition, mais à 3 conditions. Shannon était confuse et soulagée, se demandant si elle allait vraiment accepter la proposition. Tout d'abord, la contribution à la campagne devait être livrée en espèces, avec la marchandise, pour un montant de 80 000 dollars. Shannon s'inquiète de savoir comment ils vont s'y prendre. Deuxièmement, il doit voir les 10 000 iPads avant de les acheter. 10 000 iPads avant de les acheter. Enfin, c'est à demander un chevalier au Midolooland. Shannon s'est efforcée de garder son sang-froid, expliquant à la Kman qu'elle devait en discuter avec ses collègues. Kman lui a rappelé qu'elle devait se décider rapidement, car son offre était urgente. Shannon est furieuse, mais ne dit rien de plus à son retour. Lorsqu'elle est revenue au motel, Darren a pu constater sa frustration avant même qu'elle n'ait pu s'expliquer. Darren n'a pas pu expliquer ce qui s'était passé, ce qui avait mal tourné, lorsqu'il a appris que C avait demandé de l'argent. Il n'a pas vu cela comme un obstacle majeur. Je ne l'ai pas vu venir, mais c'est gérable. De même, Darren n'a pas été découragé par la demande de C d'inspecter les marchandises. Les rues sont le conteneur à Port Newark, je vais organiser une visite spéciale. Pour serment, lorsque je discuterai des 80 000 dollars avec eux, cela pourra jouer en notre faveur, Shannon, tout ira bien. La frustration de Shannon grandit à chaque instant, non, parce que je ne vais pas coucher avec lui, hurle-t-elle. Cet idiot de Darren a été choqué par sa réaction, c'est la 3e condition qu'il a posée. Il veut coucher avec toi, c'est parfait, il est intéressé, on l'a accroché. Je ne suis pas une salope, argumente-t-elle, je ne veux pas passer la nuit avec ce salaud imbu de sa personne. Sois réaliste, Shannon, a-t-il crié, il est temps. Tu réalises que tu dois utiliser tous les outils à ta disposition dans ce jeu. Hier, il n'était question que de flirt. Tu utilises déjà le sexe pour vendre, il suffit d'en utiliser un peu plus pour conclure l'affaire, comment te sentiras-tu? À propos de moi, si je fais ça, demanda Shannon, les larmes aux yeux, qu'est-ce que ça va nous faire? Darren l'a serré dans ses bras, puis lui a relevé le menton pour croiser son regard, oh, chérie, je t'admirerai encore plus si tu réussis. C'est comme gagner les World Series, c'est énorme, une nuit avec une target ne signifie rien pour moi, Shannon. Shannon lève les yeux vers Darren, incertaine mais se sentant sous pression, elle n'avait pas voulu participer à l'escroquerie et se sentait utilisée. Le regard de Darren ne la rassurait pas,
mais elle voulait le rendre fier et profiter des récompenses que le travail pouvait apporter. Elle a accepté à contre-séure de suivre son plan, et ceci étant réglé, Darren s'est concentré sur les conditions de C et a proposé une stratégie. Stratégie, maintenant que nous l'avons, nous pouvons utiliser l'argent comme levier. Suivant les conseils de Darren, Shannon a appelé Kman pour confirmer l'accord et fixer un rendez-vous. Shannon appelle Kman pour confirmer l'accord et fixer un rendez-vous à l'hôtel dans 2 nuits. Kman était ravi jusqu'à ce que Miss Johnson ajoute une condition. Si vous voulez notre contribution à la campagne en liquide, vous devrez également payer les ordinateurs en liquide. Shannon l'interrompt, ce qui est juste, c'est de s'assurer qu'aucune des parties n'est trompée, tout le monde doit être sur un pied d'égalité. Furieux, comment puis-je obtenir 2 millions de dollars en liquide, le plus gros billet est de 100 dollars et cette somme serait énorme. Shannon regarde Darren nerveusement, mais il l'encourage à rester ferme. Elle reprend l'appel et dit, si vous ne pouvez pas gérer l'argent liquide, proposez-nous un marché. Si vous ne pouvez pas gérer les liquidités, proposez-nous une alternative où le marché est annulé. Après une pause tendue, le Kman suggère, et les euro-obligations? Des euro-obligations, c'est comme de l'argent liquide, la fondation en a beaucoup, cela pourrait-il fonctionner comme Shannon l'a dit à Darren? Haussant les épaules, il griffonne rapidement une note et la lui montre. Laissez-moi consulter nos financiers, Monsieur Kman, dit Shannon, je vous rappellerai. 1 heure après avoir raccroché, Darren a appelé son contact russe et lui a expliqué la situation, l'écoutant attentivement avant de mettre fin à l'appel. Qu'ont-ils dit, demande Shannon, anxieuse. Ils ont parlé d'euros. Les obligations sont comme des titres au porteur, celui qui les détient peut les encaisser, elles sont souvent utilisées pour le blanchiment d'argent. Tant que les obligations sont légitimes, ils les acceptent, alors qu'est-ce que ça veut dire, demande Shannon, et Darren commence à s'enthousiasmer. Pour Pace, cela signifie que nous l'avons eu, qu'il veut vraiment cette affaire, qu'il est probablement déjà en train de rédiger son annonce de campagne. Ils se sont calmés, Shannon a rappelé Kman et a confirmé que les euro-obligations étaient acceptables, l'accord a été conclu malgré elle. Après l'excitation initiale, les émotions de Shannon ont vacillé, Darren l'a constamment félicitée, lui a donné l'impression d'être importante, mais elle s'est sentie parfois comme un pion dans un jeu d'argent. Parfois, elle se sentait comme un pion dans son jeu, l'idée que Kman la force à servir des hommes au lit lui donnait l'impression de ne pas être à la hauteur. La volonté de Darren de la mettre dans cette position malgré ses doutes, Shannon s'est retrouvée au Meadowland Hilton. 2 jours plus tard, vêtue d'une robe longue gris foncé dont le dos échancré mettait en valeur sa silhouette sans soutien-gorge. La robe que Darren l'avait aidé à se procurer était à la fois sophistiquée et élégante. Elle se positionne dans le hall d'entrée au moment où Kman entre et la remarque, elle se retourne pour dévoiler le dos de sa robe. Pendant le dîner, Kman se vante des réalisations de sa fondation. Bien que Shannon semble fascinée, ses pensées dérivent lorsqu'elle aperçoit un homme qui a l'air d'être un homme d'affaires. Je ferai ce que je veux, pense-t-elle lorsqu'il la serre dans ses bras. Pourquoi ne prendrions-nous pas une bouteille de vin à l'étage et ne poursuivrions-nous pas la conversation? Il accepta avec enthousiasme et ils prirent l'ascenseur jusqu'à sa chambre. Shannon a pris les choses en main, le rapprochant pour un baiser passionné dans la chambre, puis buvant des gorgées de la bouteille de vin. Enlevant sa robe de manière séduisante pour ne laisser apparaître que ses escarpins et un string noir, elle a ensuite guidé la tête de entre ses jambes. Elle lui ordonne de me manger et, après quelques minutes, elle le tire vers le haut pour l'embrasser à nouveau et lui ordonne de se déshabiller. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, la lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres, elle avait la tête qui palpitait à cause de la gueule de bois et sa bouche lui faisait mal. Elle se réveilla en clignant des yeux et en jetant un coup d'œil par-dessus le bord du lit. Au bord du lit, tout ce qu'elle pouvait voir, c'était une paire de jambes en pantalon et chaussures de ville qui se tenait devant elle. Se souvenant que Kman la forçait à faire de la bégie, elle essaya de cacher son dégoût, attrapant le drap pour essuyer ses voiles sur son visage. Ensuite, il s'est assis sur une chaise voisine et a dit sans embâge, « Passons aux choses sérieuses. » Pour Shannon, il était évident que l'attitude calme qu'il avait affichée la veille avait disparu au matin. « Je veux que vous soyez dans mon bureau à 17 h aujourd'hui avec les 80 000 dollars en liquide. Venez seul et n'amenez personne d'autre, sinon l'affaire est annulée. Préparez les euro-obligations. Vous comptez l'argent pendant que je vérifie les obligations pour m'assurer que tout est légitime. » Le plan est le suivant, ils se rendent dans un entrepôt qu'il a loué, chacun muni d'un cadenas robuste, ils enferment l'argent de manière à ce qu'aucun d'entre eux ne puisse le modifier, et ils se rendent à l'entrepôt pour y déposer l'argent.
L'argent serait mis sous clé de manière à ce qu'aucun d'entre eux ne puisse le manipuler, puis les iPads seraient inspectés au terminal après confirmation de la marchandise. Il les avertit d'éviter toute ruse et leur fait une remarque grossière avant de partir. Au motel, Darren s'enquiert avec impatience de la réunion, en particulier des détails des exigences de C. Shannon se demanda comment gérer la situation et promit de parler aux Russes pour établir des plans pendant que Darren et Shannon s'apprêtaient à faire leurs valises. Shannon a préparé ses affaires, ressentant un mélange de dépression et de doute de soi, le comportement de C l'a fait se sentir honteuse. Le comportement de C l'avait rendue honteuse, mais elle a essayé de se remonter le moral en imaginant ce qu'elle pourrait faire avec l'argent, comme visiter Paris. Elle se sent un peu mieux lorsque Darren revient dans la chambre du motel avec une grosse mallette. À l'intérieur se trouvaient 80 000 $, que Shannon devait protéger jusqu'à ce qu'il soit enfermé dans l'unité de stockage. Il l'avertit que tout incident pourrait déclencher la colère des Russes. Shannon demande comment cela fonctionne, mais Darren dit qu'il vaut mieux ne pas savoir. Il vaut mieux qu'elle ne sache pas, pour éviter les fuites accidentelles. Il l'a ensuite informé d'un dernier acte nécessaire pour conclure l'affaire. Il l'a ensuite informé d'un dernier acte à accomplir pour conclure l'affaire, ce que Shannon a accepté en toute confiance à 17h. Darren a déposé Shannon dans les bureaux de la fondation avec la mallette. Dans les bureaux de la fondation, elle est surprise par le poids de la mallette et ressent le poids de la responsabilité. Darren l'a accueillie et a essayé de prendre la mallette, mais elle s'est accrochée jusqu'à ce qu'il l'assure qu'il n'avait qu'à la compter. Il lui a montré les obligations en euros et lui a proposé de les vérifier. Shannon a vérifié les obligations et a envoyé une photo à son contact. Shannon a envoyé une photo à son contact peu de temps après avoir reçu la confirmation que les obligations étaient réelles. Shannon a pris sa Mercedes et s'est rendu dans un centre de self-stockage éloigné, expliquant qu'il avait choisi cet endroit pour éviter les perturbations. Il l'a ouverte et l'a déverrouillée. À l'intérieur de l'unité de stockage, il n'y avait qu'une étagère le long d'un mur. Il a placé sa mallette sur l'étagère et l'a ouverte. Il a placé sa mallette sur l'étagère et a fait signe à Shannon de faire de même avec la sienne. Ils ont verrouillé l'unité avec leur cadenas, en s'assurant qu'il n'y avait pas de problème de sécurité. Après avoir sécurisé l'unité de stockage, ils sont remontés dans la voiture et ont roulé vers l'est. S'engageant sur la Lincoln Highway, puis tournant sur Port Street, ils traversent le terminal à conteneurs de Port Newark. Le terminal à conteneurs de Port Newark est une vaste zone remplie de conteneurs d'expédition colorés et de grues imposantes. Après avoir traversé le labyrinthe de conteneurs jusqu'à ce qu'ils en atteignent un bleu vif, elle a vérifié le numéro du conteneur en le comparant à son numéro d'identification. Il a déverrouillé et ouvert le conteneur, qui s'est révélé rempli de grandes boîtes. Marqué du logo Apple, Serment a ouvert une boîte avec empressement et en a sorti un iPad, visiblement satisfait, lui a rappelé Shannon. Shannon lui a rappelé de vérifier les boîtes à l'arrière pour s'assurer qu'elles contenaient toutes des iPads. Elle a ouvert la porte du conteneur, mais la barre de verrouillage s'est bloquée, et malgré tous ses efforts, elle n'a pas pu la fermer. Shannon s'est mise à courir dans l'allée entre les conteneurs, en direction de la rue. CEST sort du conteneur et poursuit Shannon, qui a sauté dans le conteneur de Darren. Il s'élance alors vers sa Mercedes pour les suivre, mais il est bloqué par un camion de 18 roues qui vient de s'arrêter. Carman ordonne rageusement au chauffeur de se déplacer. Mais le chauffeur et son assistant parlent une langue qu'il ne comprend pas et déchargent leur camion, laissant Sesté sur place. Pendant ce temps, Shannon et Darren quittent le terminal à conteneurs en jurant et en étant frustrés, et se dirigent vers le centre de self-stockage. L'unité Shannon, encore tremblante, dit qu'elle a l'impression de marcher dans le goudron et qu'elle est sûre que Sesté va la rattraper. Darren sourit et la rassure en lui disant que Sesté serait coincé au gré des caprices du camionneur pendant au moins 1 heure. Inquiet de l'implication de la police, il expliqua que Kman ne risquerait pas sa carrière politique en alertant les autorités. Lorsqu'ils sont arrivés à l'unité de self-stockage, celle-ci était déserte. Shannon s'est empressé de déverrouiller le cadenas de l'unité de C pendant que Darren récupérait l'unité de C, Shannon s'empresse de déverrouiller le cadenas de l'unité de C. Darren récupère une pince coupante dans le coffre et l'utilise pour briser rapidement le cadenas de leur propre unité de stockage. Il a ouvert la porte avec enthousiasme, mais en entrant, Darren a trouvé l'unité vide. Darren trouve l'unité vide et fouille frénétiquement la pièce, se retourne, attrape Shannon par les épaules et la secoue. Shannon s'éloigne, sa confusion correspondant à la sienne, et se dirige vers l'étagère vide, insistant pour savoir où se trouvent les mallettes et l'argent. Shannon s'est éloignée, sa confusion correspondant à la sienne,
et s'est dirigé vers l'étagère vide, insistant sur le fait qu'ils avaient laissé les mallettes et l'argent là, mais qu'ils étaient maintenant introuvables. Darren panique et s'exclame que Kman a dû prendre les mallettes à Shannon. Shannon insiste sur le fait qu'elle les a vus sur l'étagère avant qu'ils ne soient enfermés. Darren, pâle et terrifié, craint que les Russes n'en fassent autant. S'ils n'obtiennent pas l'argent, cria Shannon en saisissant le bras de Darren, nous pourrons leur parler, nous pourrons monter une autre arnaque. Laisse-moi partir, espèce de sorcière stupide, lui cria Darren. Il faut que je sorte d'ici, a-t-il crié, ignorant ses supplications. Darren se précipite vers la voiture, mais il est bloqué par deux SUV noirs qui s'engagent dans l'allée. Il l'encercle, lui menotte les mains et le force à monter dans l'un des 4x4. Shannon reste paralysée lorsque des mains rugueuses la saisissent. Ses bras ont été tordus derrière elle et ses poignets ont été attachés avec des liens en plastique alors qu'elle était poussée dans le SUV avec Darren. Terrifiée, elle a jeté un coup d'œil à Darren, mais a vu l'un des hommes lui mettre un sac en toile de jute sur la tête. Elle a supplié ses ravisseurs, mais une voix dure lui a ordonné de garder le silence. Shannon s'est souvenu qu'elle avait demandé à ses ravisseurs de se taire, ce qu'elle a fait sous l'effet de la peur, alors que la voiture accélérait. Après avoir entendu le récit de Robert sur l'exécution d'une foule, elle s'est mise à sangloter, terrifiée à l'idée que son visage puisse être arraché. À l'intérieur du sac, des larmes ont coulé sur son visage et sa respiration est devenue difficile alors qu'elle désespérait de sa situation et espérait que quelqu'un la verrait et appellerait la police. Quelqu'un pourrait la voir et appeler la police, mais elle s'est alors souvenue des vitres teintées et a sombré dans l'apitoiement. Elle a remis en question sa propre moralité et a réfléchi à la façon dont elle avait fait du tort aux autres, y compris à sa famille et à un vieil homme qu'elle avait rencontré à l'époque. Désespérée, elle a essayé de se souvenir de toutes les prières que son père lui avait enseignées, promettant de changer sa vie si seulement elle pouvait être épargnée. Elle essaya de se souvenir de toutes les prières que son père lui avait enseignées, lui promettant de changer sa vie si seulement elle pouvait être épargnée, mais elle ne se souvenait de rien et s'effondra, désespérée, avec un mélange de colère contre Darren et contre elle-même. Les gémissements de Darren et la douleur de sa hanche meurtrie lui rappelèrent sa lâcheté et la sienne. Alors qu'il s'enfuyait sans elle, la voiture a pris un virage serré sur un chemin de terre et la peur de Shannon s'est accentuée. La peur de Shannon augmenta lorsqu'elle réalisa qu'il se dirigeait probablement vers une décharge. Saisi par la perspective terrifiante de leur destin, le SUV s'arrête soudainement. Il s'arrête, projetant presque Shannon sur le siège devant elle sans avertissement. Elle glapit lorsque des mains se mettent à tâtonner pour lui dire de ne pas bouger. Une voix rauque ordonne, puis la bande de plastique autour de ses chevilles est enlevée et une main l'attrape et la traîne hors de la voiture. Elle a été entraînée vers l'avant et elle pouvait entendre Darren traîner à côté d'elle alors qu'il trébuchait sur un terrain accidenté pendant une vingtaine de mètres. Une vingtaine de mètres avant qu'il ne s'arrête, des mains puissantes saisirent ses épaules et la forcèrent à s'agenouiller. Le sol rocailleux était dur, mais dans sa terreur, Shannon l'a à peine remarqué lorsqu'une voix s'est élevée d'un côté pour lui demander « Combien de temps encore ?» Jusqu'à ce que nous ayons fini, 5 minutes tout au plus, répondit une autre voix. Shannon fut d'abord confuse, mais la sombre réalité la frappa rapidement. Il lui restait moins de 5 minutes à vivre et elle commença à s'effondrer, une main la tirant brutalement en arrière. Alors qu'elle était agenouillée, tremblante de peur, elle entendit des pas s'approcher par derrière, et soudain, une lumière la traversa. Ce doit être les phares, pensa-t-elle à travers le sac en toile de jute qu'elle avait sur la tête, puis elle poussa un cri en sentant une main. À ce moment-là, le sac fut arraché de sa tête et elle fut aveuglée par une lumière éclatante. « C'est ce que tu voulais ?» demanda une voix amère et Shannon sursauta. Sous le choc, la voix ressemblait à celle de Robert, pensa-t-elle, incapable d'y croire. Est-ce vraiment la vie que tu voulais, vivre comme une vulgaire criminelle, toujours en fuite avec quelqu'un comme lui? Shannon réalisa avec certitude que c'était bien Robert qui parlait. Je t'aurais donné n'importe quoi, Shannon, j'aurais fait n'importe quoi pour te rendre heureuse. Accablée de honte et de chagrin, Shannon ne put que baisser la tête d'un mouvement sec. Shannon sursauta involontairement, s'attendant à un outil, mais au lieu de cela, il sortit une enveloppe et la jeta par terre. Puisque tu le voulais tant, voici les papiers du divorce, dit-il d'un ton amer. Il la fixa un instant, puis leva les yeux pour balayer les autres du regard. J'en ai fini ici, vous pouvez prendre la relève. À partir d'ici, dit-il en tournant le dos au couple agenouillé et en s'éloignant. Très bien tout le monde, le spectacle est terminé, retournons à nos tâches. Shannon et Darren furent. Shannon et Darren se sont levés, les mains toujours attachées dans le dos,
et ont été conduits jusqu'au SUV et poussés sur le siège arrière. Quelqu'un a jeté l'enveloppe sur les genoux de Shannon, et en quelques minutes, ils se sont mis en route vers le sud-est sur l'autoroute. Shannon a été la première à retrouver son calme et a demandé avec colère ce qui se passait. Le siège du passager s'ouvrit, révélant une séduisante afro-américaine qui venait de faire preuve de courtoisie professionnelle à l'égard d'un collègue agent du FBI. Elle expliqua qu'elle avait fait preuve de courtoisie professionnelle à l'égard d'un collègue agent du FBI qui voulait confronter son ex-femme. Nous avons pensé ajouter un peu de drame pour faire de l'effet. Le membre du FBI se moque, j'aurais dû me douter du temps que cela prendrait. Vous êtes des petites frappes, nous ne vous visions même pas, nous nous servions de vous. Pour attraper les vrais criminels, la mafia, nous les avons tous arrêtés cet après-midi, Darren s'en est rendu compte et il a craqué. C'est donc vous qui avez pris l'argent dans le garde-meuble, sourit la femme, bien sûr que oui, c'est une preuve. Après tout, Darren lui a lancé un regard de pure haine, bande de salauds, a-t-il juré, l'agent a répliqué. Imbécile, tu devrais être reconnaissant, si nous n'avions pas procédé aux arrestations, tes copains russes t'auraient achevé tous les deux. Dès que vous avez pris l'argent dans le casier, nous vous surveillons depuis un moment, nous avons entendu votre plan, Shannon. Shannon sursaute et la bravade de Darren disparaît après une pause. Où allons-nous maintenant? L'agent la regarda directement pour la première fois. Nous allons à la prison du comté d'Essex, dit-elle, à quoi vous attendiez-vous? Shannon laisse sa tête retomber sur sa poitrine et l'agent regarde d'un côté à l'autre de la banquette arrière. Elle regarda Shannon d'un air perplexe et lui demanda pourquoi vous auriez quitté Robert Cunningham pour ce minable incapable. Croisant le regard de l'agent, Shannon marmonne, je suppose que j'ai toujours été attiré par les mauvais garçons avec dédain, ce à quoi l'agent répond, quoi? Le mauvais garçon, c'est ce type pathétique qui a fait pipi dans son pantalon? En jetant un coup d'œil, Shannon remarqua que le jean de Darren était trempé. Darren s'est détourné pour regarder par la fenêtre, et le chauffeur a juré sous sa respiration, il s'est mouillé. Super, maintenant je dois à nouveau nettoyer la banquette arrière, dit l'agent en riant, puis en se retournant vers Shannon. Vous vouliez un mauvais garçon, vous étiez marié à l'un des agents du FBI les plus coriaces de la côte. Votre ex-mari a fait tomber des chefs de la mafia, des braqueurs de banque, et vous cherchiez un mauvais garçon. Pour un mauvais garçon que je ne connaissais pas, dit Shannon à voix basse, l'agent répondit durement, oui. Vous ne saviez pas, et vous avez failli le ruiner. Beaucoup d'entre nous pensaient qu'il ne survivrait pas après que vous l'ayez quitté. Il vous aimait tellement. Elle inspira profondément pour se calmer, mais après ce soir. Je pense qu'il ira bien quand il reviendra sur le marché. Il y aura beaucoup de femmes célibataires au bureau qui mourront d'envie de le rencontrer. Et tu sais quoi, je pourrais bien être l'une d'entre elles, se moqua le chauffeur, bon sang, Alice. Je croyais que c'était moi qui t'intéressais, dit Alice en riant et en lui donnant un petit coup de coude sur l'épaule. Avant qu'il ne soit possible d'en dire plus, le chauffeur annonça, nous sommes arrivés, et tourna brusquement dans le comté d'Essex. Shannon et Darren ont été escortés à l'intérieur du bâtiment et dans un couloir. Alors qu'ils marchaient dans le couloir très éclairé, Alice a pris le bras de Shannon et l'a emmené vers la droite, loin de Darren. Après avoir conduit Shannon à l'intérieur, Alice a claqué la porte. Shannon s'est effondrée sur le lit de camp enchaîné au mur et a essayé de donner un sens à tout cela. Tout ce qui s'était passé, les expériences intenses, de l'adrénaline de la piqûre à la peur d'une mort imminente, du soulagement d'avoir survécu à la mort à l'humiliation de l'assassinat de Robert. De la mort à l'humiliation de la confrontation avec Robert l'avait laissée émotionnellement épuisée. Vidée, soulagée d'être séparée de Darren, elle pensait à la façon dont il avait essayé de se sauver à ses dépens. Même s'il n'avait pas essayé de me larguer, songea-t-elle, ses amis russes auraient de toute façon mis fin à notre relation. Elle s'est réprimandée en pensant à s'enfuir avec quelqu'un comme lui, puis elle a repensé à ce que l'agent du FBI avait dit à propos de Robert. La femme agent du FBI avait dit de Robert qu'elle le considérait comme un héros. Un grand bruit provenant de quelque part dans le bâtiment lui fit lever les yeux vers la porte du bar. L'idée de passer des années en prison l'accablait et elle savait qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. À ce moment-là, l'agent apparut à la porte de la cellule, la déverrouilla et fit signe à Shannon de le suivre. « Suivez-moi, allons-y, dit-elle, entraînant Shannon dans un couloir qui menait à une porte qui s'ouvrait sur une brise d'air frais nocturne. Elles avaient atteint le parking et une voiture attendait, le moteur en marche. Sans un mot, l'agent la conduisit jusqu'à la voiture, dont la portière s'ouvrit et d'où sortit une silhouette. « Papa est sorti » s'exclama-t-elle, n'en croyant pas ses yeux.
Elle courut vers lui, l'entoura de ses bras et se mit à pleurer dans son manteau. « Je suis tellement désolé, papa, je suis tellement désolé pour tout. »« Allons-y, chérie, dit-il, la voix chargée d'émotion, en la guidant vers le siège passager de sa voiture. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Nous rentrons à la maison. »« Chérie, répondit-il doucement, mais pourquoi suis-je libre? Comment as-tu su qu'il fallait venir me chercher ?» demanda-t-elle d'une voix confuse alors qu'il descendait d'Oru Avenue en direction du New Jersey Turnpike. « Robert m'a contacté, expliqua-t-il, il m'a demandé de lui transmettre un message, dites-lui que c'est un cadeau d'adieu. » De Bob l'éponge, un souffle aigu a échappé à Shannon et elle s'est remise à pleurer, déchirée entre sa vision inattendue et la liberté comme un geste de miséricorde de la part de Shannon. La liberté comme un geste de miséricorde de la part de Robert ou comme une punition cruelle.